fait étape à Miami et les pistonnés ont très peu dormi. Oui, il faut le dire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce débrief du 5e rendez-vous Formule 1, en tout cas dans ce calendrier 2022. Avec moi, forcément, comme d'habitude, monsieur Hamza Ramani, qui va partir en vacances ce soir. Bonnes vacances, Hamza. Mais enfin, on va faire une émission avant quand même. Oh, je suis pas sûr de la terminer. Comment ça va? Ça va, fatigué, mais ça va. Ouais, écoute. On fera une Gasly. Monsieur Brice Germain aussi également face à toi aujourd'hui. Ça va, Brice? Ça va et toi? Moi aussi bientôt en vacances. Ah oui, c'est vrai? Ouais, je pars D'accord. mardi soir au Groupama Stadium et puis après... Encourager le fessé aussi un petit peu, le FCNC? Eh ben on va essayer, mais bon, effectivement, si Alexis Bossetti veut nous faire un petit coucou, nous inviter aussi à Monaco pendant qu'on y est, puis les Niçois, on prend. Et Alexis Bossetti, qui regarde les pistonnés, les gars. Ah bon? Ouais, c'est une réalité. Eh ben, un gros bisou Alexis, et puis sois fort contre Sedan s'il te plaît. Exactement. Et puis sois fort pour te remettre de la défaite en finale de Coupe de France. Oh, tout de suite. Il a pas pu, il a raté son avion. Bref, on n'est pas là pour parler de football, les gars, on est là pour parler de Formule 1, bien évidemment. On est dans le deuxième rendez-vous d'un grand week-end qui a commencé dimanche sur les antennes, bien sûr, de Winamax. Je vous invite d'ailleurs à aller retrouver une très très belle émission qui a été présentée par Joseph Ruiz, qui était accompagné, bien sûr, de Antoine Le Pitstop et de Brice. Et puis mercredi, on aura rendez-vous avec le magazine. Je vous en dirai un petit peu plus à la fin de cette vidéo, mais franchement, ce magazine va valoir son pesant d'or. Les gars, avant de commencer ce débrief de la course, je voulais vous montrer les deux images de la semaine. La première image de la semaine, elle nous a tous mis sur les fesses, on peut le dire ainsi en tout cas. C'était bien sûr hier, juste avant le départ. Regardez, il n'y a que des champions. Tom Brady, Lewis Hamilton, Michael Jordan, David Beckham a presque un palmarès assez light par rapport aux trois autres belligérants de cette photo. Mais la photo, moi, qui m'a le plus interloqué dans ce week-end, je pense que c'est l'image du week-end. C'est la suivante, regardez. Ce qu'on a fait du côté de chez McLaren, c'est balader en crop top. Je ne vous ferai pas réagir sur cette photo. Je ne vous demanderai pas votre avis aujourd'hui, car je le connais. Et je découvre la photo. Tu sais? J'avais vu la vidéo, mais j'avais pas vu la photo. Ouais. Tu sais qu'au début, je croyais que c'était un gilet de sauvetage. Ouais. Vraiment, genre orange fluo, comme ça, un truc à gonfler, tu sais, machin. Non, c'était... Apparemment, c'est une mode. Moi, je pense que c'est vraiment du très mauvais goût, mais on se disait, voilà, ils ont dû être obligés. On enchaîne, en effet, tout de suite, avec le débrief, les amis, de ce Grand Prix. Juste avant le débrief, on regarde un petit peu le classement à l'arrivée de ce Grand Prix de Miami. C'est la première fois que la Formule 1 allait du côté de Miami. Max Verstappen l'a emporté. Max Verstappen qui rentre dans le top 10 all-time des podiums, des pilotes à monter sur un podium. Leclerc et Sainz complètent le podium pour Ferrari. Perez, 4e. Bottas, meilleur des autres. Hamilton et Russell suivent bien évidemment juste derrière. Alonso, Schumacher, Ocon. On notera qu'Alonso a été pénalisé une deuxième fois. Alors là, d'ailleurs, le classement n'est pas le bon parce que c'était au 44e tour. Russell a bien terminé devant Hamilton et Alonso a été doublement pénalisé. On y reviendra. Évoquons justement tout de suite les 4 enseignements dans le débrief de la course. Les 4 enseignements de ce Grand Prix de Miami pour lancer ce grand débrief et on va découvrir ensemble les 4 grands thèmes que l'on va aborder aujourd'hui. Russell double-double, forcément on fait écho à la famille basket, celle de First Team. Ferrari double pas, ça c'est j'attends votre avis là-dessus. Ocon double tout parce qu'en effet il partait dernier hier. Et puis bien sûr Miami double face puisque vous le verrez, il y a du positif mais il y a aussi également du négatif. On attaque tout de suite sur Mercedes, George Russell, la sensation de ce week-end. George Russell qui nous a offert une sacrée remontée après une Q2 plombée par le marsouinage. Il partait P12 de cette grille. Il était même P16 en début de course, lui qui partait en gomme dure et qui a eu beaucoup de mal à les mettre en température. S'en est suivi un relais très solide qui l'a vu justement remonter à la 5e place lorsque les pilotes équipés de pneus médiums sont passés au stand pour la première fois. Et ce qu'on en a aimé surtout chez George Russell ce week-end et ce dimanche, c'est qu'il a été maître de sa stratégie. Il a pris un pari qui a été récompensé par l'intervention et de la Virtual Safety Car puis de la Safety Car. Et puis on notera et on va y revenir qu'on a peut-être aussi également un George Russell qui commence à montrer les crocs. Il nous a offert un vendredi magique alors qu'il n'est pas encore très bien expliqué par Mercedes, que Mercedes et Russell ne s'expliquent pas. Hamilton aussi également qui ne s'est pas arrêté sous Safety Car. Je crois que je vous relancerai là-dessus parce qu'il y a un aspect stratégie et gestion du côté de Mercedes à creuser. Et puis cette bataille des coéquipiers en fin de course qui s'est déroulée dans un bon état d'esprit. Mais on le rappelle, George Russell a pris l'ascendant sur Lewis Hamilton en fin de course hier. Votre avis sur George Russell, les amis? C'est un petit peu votre coup de cœur du week-end. Hein. Je trahis aucun secret là. Coup de cœur depuis le début de saison, quand même. Moi, je trouve que sa régularité à bord d'une voiture qui n'est pas régulière,
et dans l'ADN complet de Mercedes. Et il est très proactif dans la manière dont il gère ses courses, sans pour autant dire que Lewis Hamilton ne l'est pas, c'est ce qui a fait sa force durant des années. Mais George Russell, moi, m'impressionne de week-end en week-end, dans le sens où quand sa voiture performe, il la met au plus haut possible, et quand sa voiture ne performe pas, il limite les dégâts. Il lisse la performance de la Mercedes, qui pour le moment peine à être comprise du côté de Brackley. Donc, ce que je vois là, moi, c'est un pilote qui va chercher l'essence pure de ce qu'il a à portée de main avec sa monoplace. Ce que je trouve intéressant, alors on a tous, je pense, aimé la volonté d'être proactif, comme tu le disais, dans la stratégie, de prendre entre ses mains son destin finalement. C'est une stratégie que j'en avais parlé en début de saison, je crois, pour Hamilton, et je l'ai répété, mais effectivement, dans ce type de situation, il n'avait rien à perdre, finalement, et tout à gagner. Donc effectivement, on va me dire, oui, mais George Russell, du coup, c'est de la réussite. Non, la réussite, il l'a provoquée. Parce qu'il attend 10 tours de plus, peut-être que 10 tours plus tard, la safety car arrive. Peut-être qu'il attend 10 tours de plus et que la safety car n'arrive jamais. Et dans ces cas-là, tu termines 6, 7 ou 8, peu importe. Mais George Russell, ce qui est intéressant, au-delà du résultat brut, c'est la manière dont il va aborder cette course, c'est la manière dont il va gérer cette course. Et je trouve que c'est très très intéressant pour la suite de Mercedes. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on en parlait, je crois, il y a 2 semaines ou il y a un mois, lorsque Lewis Hamilton, on dit qu'il a peut-être... psychologiquement, évidemment, pas techniquement, on ne remet pas en cause les qualités évidemment d'un septuple champion du monde, mais c'est pas dans le domaine technique ou même dans le domaine de la prise en main du véhicule, mais c'est juste un aspect psychologique où George Russell arrive de Williams, forcément c'est une progression de viser des top 5, et lui en fait il va apporter un sang-frais psychologique au sein d'une écurie qui a vu un pilote Lewis Hamilton, qui a vu un patron d'écurie Toto Wolff, mais qui a vu, je crois que c'est Jacques Villeneuve qui le disait il y a quelques semaines, qui a vu peut-être un tiers, la moitié ou même 2 tiers des employés de Mercedes n'ont connu que la victoire. Victoire, 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 les titres. Et c'est devenu facile et n'ont jamais été mis en difficulté. Là, c'est la première fois qu'ils sont en difficulté. Et un George Russell qui arrive de l'extérieur, qui lui a connu de grosses difficultés, de grosses galères chez Williams. Il arrive chez Mercedes. Lui, il va apporter une fraîcheur psychologique, une fraîcheur dans la vision et dans l'analyse des courses et des week-ends, de l'approche des week-ends. Et c'est ce qui apporte, et c'est peut-être, je sais pas, c'est une hypothèse que je lance, mais c'est peut-être ce qui fait la différence aussi sur ce début de saison, là où on a un Lewis Hamilton qui semble, pas résigné évidemment, mais qui au niveau du body language semble un petit peu déçu ou peut-être pas ailleurs, ou peut-être pas éteint, mais il a un comportement différent forcément, parce qu'il y a 2 mois, tu te battais et lui dira qu'il se fait voler le championnat du monde sur la dernière course. George Russell, il arrive et lui, il est en train de prendre de gros points en ce début de saison. Et quelque part, cette force de résilience, elle est à l'image de Mercedes. On a souvent parlé de la force de résilience de Mercedes, mais quand on voit le week-end de Russell, vendredi, il est archi rapide et on se dit, tiens, est-ce que la Mercedes va pas jouer quelque chose? Le samedi, il y a ce marsouinage qui lui plombe complètement ses qualifications. Il n'arrive pas à intégrer Q3. Il y a ce début de course qui est très compliqué avec ses gommes dures. Mais mine de rien, il a jamais rien lâché. Et c'est ça, ça illustre tout à fait le propos de Hamza. Oui, et si on prend les choses d'un point de vue plus technique, Lewis Hamilton et Mercedes ne sont pas habitués à ne pas comprendre ce qui ne va pas sur leur voiture, parce que c'est quand même une écurie qui a toujours amené plein de petites évolutions et qui ont rarement pas fonctionné. Là, aujourd'hui, ils sont dans une phase de compréhension de leur monoplace qu'ils ne connaissent pas. L'inconnu n'est pas quelque chose qui leur est familier. Et du coup, c'est vrai que par rapport aux dynamiques de groupe, si on prend le groupe Mercedes et Lewis Hamilton, c'est plutôt une dynamique de descente vis-à-vis de ce qui s'est passé dans le passé, une dynamique de déclin par rapport à l'apogée qu'ils ont eu. Alors que si on prend le point de vue de George Russell, lui a l'habitude d'avoir une voiture qu'il ne comprend pas, que ses ingénieurs ne comprennent pas. Une voiture qui est difficile à piloter, qui va changer de comportement en fonction des températures et surtout dont on ne piche pas les vraies qualités, les vrais points faibles. Donc du coup, lui qui est en phase ascendante parce qu'il passe chez Mercedes, a beaucoup moins de soucis avec ce genre de choses. Après, là on est dans la philosophie de comptoir un petit peu parce que c'est de la psychologie vis-à-vis des 2 pilotes, mais après il y a aussi une question de réglage. George Russell a fait un choix différent de celui de Lewis Hamilton qui le mettait plus en danger par rapport à son appui, mais qui visiblement a été payant pour la vitesse de pointe puisqu'il a été beaucoup plus rapide en fin de course que Lewis Hamilton, aussi dû à ses pneus médiums. Donc je pense que
là, on a affaire à vraiment une nouvelle ère de Mercedes. On doit balayer ce qui s'est passé dans le passé par rapport à ce qu'on sait de Mercedes dans la manière de gérer les choses, parce que ce qu'on sait de Mercedes, tout est né en 2014. Là, c'est une nouvelle naissance et Mercedes va devoir gérer différemment parce que les éléments ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. Les deux pilotes ne sont pas les mêmes, leur manière de voir la course n'est pas la même et la monoplace, pour le moment, ne donne pas des signes qui permettent de dire à Mercedes on va pouvoir agir de la même manière qu'en 2014. Avant d'évoquer les stratégies, peut-être un petit mot sur cette bataille justement entre Lewis Hamilton et George Russell. Qu'est-ce que vous avez ressenti, décelé justement dans l'esprit coquin que je suis, je dirais que Lewis Hamilton, le premier dépassement de George Russell, il le provoque volontairement hors piste et il laisse volontairement George Russell passer. Et je pense que j'ai pas écouté les radios de Russell, mais peut-être qu'il a eu un message, laisse passer Lewis. Et parce que moi, j'ai cette impression sur le stadium que Lewis d'un seul coup arrête de se battre et ralentit. Donc moi j'ai cette impression, il sait que Russell débute le dépassement hors piste, donc dis, passe, je t'en prie, tu vas prendre tes 5 secondes. Et finalement Russell il a laissé passer pour le regifler derrière, donc au final... La FIA a demandé à Mercedes d'inverser les positions. Oui, certainement, c'est ça. Ah mais c'est Wolf qui l'a dit. Ils sont venus, c'était une injonction. De dire oui, mais ce qui est intéressant, c'est que Lewis Hamilton, même avec George Russell, il a l'esprit taquin. Je pense qu'à mon avis, quand tu es septuple champion du monde et que tu as 300 Grands Prix et que tu as un petit gars qui arrive et qui te colle pour le moment 25 points dans la tête, si tu as une occasion de montrer qui est le papa, tu vas le faire quand même. Donc, je trouve pas que ce qui s'est passé ait été pas fair play ou quoi. C'est une lutte interne, mais en tout cas, ce qu'on voit et qu'on voyait pas avant chez Mercedes, c'est que niveau stratégie et niveau board, pour le moment, on est à 1000 lieues de savoir ce qu'il faut faire. Alors justement, on va en parler avec ces déclarations de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui n'a pas pité au moment de l'entrée de la virtual safety car, puis de la safety car, à la différence de George Russell, on l'a dit, qui a maîtrisé parfaitement sa stratégie, et de Valtteri Bottas également. Quand la safety car est entrée, j'avais aucune idée de ce que faisaient les autres. L'équipe a dit que c'était mon choix de rester en piste, mais je n'avais pas les informations pour prendre la bonne décision. Voilà en quoi consiste leur travail, prendre la décision pour moi. Aujourd'hui, ils ont donné le choix et je ne le comprends pas. Alerte enlèvement, où est passé James Walls? Déjà, ça c'est la première question. Non, après, je dis ça avec énormément, bien sûr, de provocation. Est-ce que, la vraie question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'est George Russell, en pitant en repoussant, on va dire, son arrêt, qui a piégé, on va dire, Lewis Hamilton, ou est-ce qu'il y a eu un oubli chez Mercedes de lui proposer cette option-là, lui aussi? Je pense que Lewis Hamilton, en fait, il se trompe de lutte, dans le sens où, aujourd'hui, parce qu'il y a ce début de saison compliqué et parce que George Russell réussit ce début de saison, en tout cas au niveau mathématique, lui se dit, aujourd'hui, il ne faut surtout pas que je sois encore battu par George Russell. Je pense que lui, il est dans un aspect où il ne faut pas que je me fasse dominer par le nouveau. Alors que la logique, je me permets de le dire, alors que je ne suis évidemment pas au volant et je ne suis pas le sportif de haut niveau, mais la logique voudrait que, aujourd'hui, que tu sois 5-6 ou 6-5, peu importe l'ordre. Aujourd'hui, la priorité pour Lewis Hamilton, c'est de retrouver une voiture compétitive pour aller chercher Red Bull, pour aller chercher Ferrari. Mais lui, j'ai l'impression qu'il n'est pas sur cet objectif à moyen terme, mais sur une volonté à court terme de redominer, je ne vais pas dire inverser le rapport de force, mais de mettre le rapport de force en sa faveur par rapport à George Russell. Je trouve de mauvaise foi Lewis Hamilton sur cette déclaration, parce qu'on en a eu des déclarations de Lewis Hamilton dans cette émission, post-victoire, post-facilité de la part de Mercedes, et il a toujours dit, quand par exemple lui disait « Ah, je préfère rester là » ou machin, « Oh, c'est une victoire d'équipe, vous savez, la stratégie, ça se construit ensemble, c'est parce qu'on a du dialogue, c'est notre force, c'est qu'on communique tout le temps, c'est parce que je sais leur qualité et qu'ils connaissent la mienne. » C'est très facile de mettre un tir à Mercedes à l'heure actuelle. Mais à ce moment-là, lorsqu'il y a la radio, en fait, peut-être qu'il ne connaît pas l'écart par rapport aux autres. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il explique. Lui, en fait, il te dit... il le demande pas. Lui, en fait, en fait, le message que veut faire passer Mercedes, c'est il y a une possibilité d'entrer au stand tout de suite. Par contre, tu seras derrière George Russell, mais tu auras des pneus frais. Voilà, c'est ça. On lui dit pas comme ça, évidemment, mais moi, c'est le message que je comprends de la part de Mercedes. Et Lewis Hamilton, il le comprend pas tout de suite et il dit non, mais si je rentre maintenant, je serai derrière George. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça pourquoi je parlais de lutte et peut-être d'un mauvais combat. La position en piste, ça leur a déjà coûté très cher à Abu Dhabi. Ils devraient quand même savoir maintenant que c'est pas forcément le meilleur avantage. Mais ce qui s'est passé là, moi j'ai trouvé sincèrement que Hamilton était de mauvaise foi. Je trouve que pour quelqu'un qui a une voiture
à la 3e place du championnat du monde à l'heure actuelle, c'est-à-dire comme Ferrari l'année dernière, jouait en équipe. Sainz et Leclerc, Oui, 5-6 ou à 6-5. aucun moment, il y avait réellement de velléité. Oui, mais tu sors de plusieurs années de domination sur le d'accord. coéquipier. Là, c'est le nouveau jeune qu'on attend depuis plusieurs années déjà chez Mercedes. Je suis d'accord. Néanmoins, quand tu as le C'est pas palmarès de évident. Lewis Hamilton, peut-être que tu peux avoir un peu plus de recul à ce moment-là et pas mettre des coups de pression à ton équipe, genre c'est pas cool ce que vous m'avez fait, man. C'est pour Machin. montrer qu'il est le patron. Peut-être qu'il commence à avoir un doute, peut-être qu'il voit émerger ce George Russell et que justement Mais c'est tout le monde l'occasion sait de qu'il est le réaffirmer patron. son leadership. Tout le monde sait qu'il est le patron. Qui a un doute sur le fait que Lewis Hamilton est le patron Non, mais chez tu sais, Mercedes? Ouais, mais il y a si à la aussi de la mi-saison, t'as parano. 60 points de retard Voilà. sur George Russell, même Je sais pas. si tu restes le patron en interne, les questions vont commencer à se Je sais poser, pas, la pression va commencer c'est pas à Sébastien s'accentuer. Vettel chez Ferrari qui a pas réussi à gagner un titre avec Ferrari. Tout quadruple champion du monde qu'il est, c'est Lewis Hamilton. Mercedes est là où elle en est grâce à Lewis Hamilton Non, mais et je te rejoins. inversement. Non, mais je te rejoins. Et moi, je trouve qu'il a une réaction qui, au bout de 5 Grands Prix, pour moi, semble anticipée, exagérée par rapport à tout ce qu'il a apporté à cette écurie, que tout ce que cette écurie lui a apporté. Et je trouve que tirer sur l'ambulance, à ce moment-là, c'est pas la meilleure des choses. Alors C'est après, un aveu de faiblesse. mais il y a un aveu de faiblesse Voilà. aussi de la part de Mercedes, parce que comme tu l'as dit très justement et très ironiquement, où est passé James Walls? Non, mais c'est vrai, t'as raison. On s'est gargarisé pendant des années des stratégies monstrueusement incroyables et réfléchies, pensées, allemandes, rigoureuses, alors que je ne doute pas allemand d'ailleurs, mais de Mercedes. Là où tu as raison, c'est que Rien. Mercedes doit prendre la décision, en l'occurrence pour l'équipe. Tu te dis, c'est mieux pour l'équipe d'avoir Hamilton avec des pneus frais. Tu le fais entrer. Tu lui poses pas la question pour essayer de ménager son ego. Ouais, mais peut-être que tu finiras derrière George. Ou quoi qu'il arrive, tu ressortiras en tout cas derrière George. C'est là où effectivement Mercedes crois qu'il y a aura une crainte. une gestion. Ouais, non, mais forcément. Il y a une crainte de les retrouver les deux en piste avec un avantage. Ils sont terrorisés donné. par ce qui s'est passé avec Rosberg. Donc la volonté, Ouais, mais c'est ça pas fait de 6 ans quoi. Oui, mais ça fait 6 ans, mais pendant 5 ans, ils ont eu Bottas. Donc pendant 5 ans, ils ont géré ça de manière tranquille. Mais ce qui veut dire quand même que Lewis Hamilton est difficile à gérer. Enfin, je veux dire, Encore heureux que Comme tous les grands champions. Oui. Enfin là, après, on va enfiler les lieux communs. Mais comme tous les grands champions, ce que je veux dire, c'est pas un si, sportif si comme tu les peux autres, pas Lewis Hamilton. mais si tu peux pas reconstruire ton équipe parce que Lewis Hamilton doit être devant et qu'ils peuvent pas jouer en Mais c'est tout équipier. le souci de l'héritage, c'est tout le souci de l'histoire qui a été construite entre Mercedes et Hamilton. Moi, je pense que de toute façon, ça fera un énorme débat dont on parlera, je pense, dans les semaines qui viennent, en voyant un petit peu, notamment les évolutions aussi également de performance du côté de chez Mercedes. Parlons de Ferrari et parlons de Red Bull. Victoire de Max Verstappen, on le rappelait ce dimanche. Et une question, une réaction qui nous vient en tête, c'est cette Ferrari a quand même du mal à doubler. Et cette Ferrari s'est fait très rapidement aussi également doubler dans ce Grand Prix. On regarde un petit peu ce tableau là justement. Leclerc qui n'a pas existé dans ce week-end, dans le duel bien évidemment avec Verstappen, avec cette première ligne 100% Ferrari au départ. Seulement 8 petits tours en tête, lui qui était aussi handicapé par ses médiums et la gestion des pneus, on va y revenir. Lui qui n'a pas pu convertir l'avantage DRS aussi également au restart après l'entrée de la safety car. Et cette question sur laquelle j'ai vraiment envie de vous lancer les gars, est-ce que Ferrari a toujours ou a vraiment cette voiture que l'on décrivait comme meilleure? Red Bull qui semble avoir un développement un peu plus rapide que celui de Ferrari, une vitesse de pointe en tout cas décisive, on l'a vu à Imola, on l'a revu en tout cas hier du côté de Miami, et ce point aussi qui me paraît super important parce qu'en début de saison, on disait que la chauffe des gommes des Ferrari était très intéressante, la fenêtre d'utilisation des pneus était parfaite, on a la sensation depuis 2 Grands Prix que certes ça leur donne un avantage en qualif, puisque avec un petit peu plus de châssis, eh bien ce pneu chauffe un peu plus vite, mais ça peut être la faiblesse en course, on l'a très vite vu en tout cas à Miami au bout de 8 tours, et le résultat comptable, il est éloquent. 27 points repris en 2 courses par Verstappen à Leclerc. Ferrari, est-ce qu'il y a l'ombre d'un doute? Pas tout de suite, on est très tôt dans la saison. Est-ce que vraiment cette Ferrari, pour laquelle on s'est énormément enthousiasmé en disant que c'était la meilleure voiture du plateau, est-ce que vous êtes toujours d'accord sur ce constat ou est-ce que les choses ont déjà un petit peu évolué? Il faut se rendre compte qu'il que arrive, la performance de la Red Bull a mené Max Verstappen soit à gagner, soit à abandonner. Toutes les courses qu'il a terminées, il les a gagnées. Ce qui est quand même... Il n'y en a que 5, je suis bien d'accord. Mais ça révèle quand même une chose, c'est que s'il est là, il gagne. On n'a pas vu la fin de Jeddah. Non, pas Jeddah. Bahreïn. On n'a pas vu la fin de Bahreïn, on n'a pas vu la fin de l'Australie pour Max Verstappen. Si ça se trouve, le scénario était le même. Fin de course, fin de relais, pneus usés, il allait récupérer Charles Leclerc. On ne sait pas. Ce que je vois, c'est que la Red Bull est la seule voiture qui arrive à construire une avance, un gap,
est la seule voiture qui arrive à doubler. C'est quand même problématique d'avoir une voiture qui est faite que pour les qualifications. Parce que ça veut dire que la Ferrari n'a pas la plage suffisante pour un Grand Prix pour tenir ses gommes, contrairement à la Red Bull, et qu'elle n'a pas la pointe. Alors, on dit que le moteur Ferrari est le plus puissant, mais est-ce qu'il est le plus puissant? Est-ce que Ferrari met trop d'appui? Il y a un problème de réglage, visiblement, parce que si on dit qu'il y a 10 chevaux de plus ou 5 chevaux de plus chez Ferrari, on est sur un problème de réglage. On peut normalement faire exactement ce que faisait Red Bull l'année dernière, à savoir jouer sur le débraquage de l'aileron pour être au niveau de Mercedes. Parce que c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Mercedes avait une meilleure vitesse de pointe parce qu'il débraquait beaucoup plus que Red Bull, mais du coup avait moins de stabilité. Pourquoi aujourd'hui Ferrari ne joue pas beaucoup là-dessus? Je trouve qu'ils sont très conservateurs et très prudents sur leur choix, parce que j'ai l'impression toujours qu'ils ont ce diamant brut quand même, qui est leur monoplace, mais qu'ils n'osent pas bouger quelque chose. Qu'ils n'osent pas tenter quelque chose. Ça fait, entre guillemets, si longtemps qu'ils ne se sont pas retrouvés en si bonne posture que j'ai le sentiment qu'ils veulent figer les choses. Alors, ils amènent des évolutions. Ça fonctionne pas. Il y a quelques trucs qu'on a vus ce week-end qui fonctionnaient. Mais ils jouent le championnat du monde, là. Il va falloir avoir un peu plus d'audace, quand même, dans certains choix. Parce que si tu as un moteur plus puissant, que ça fait 3 Grands Prix, que ta traînée t'empêche de doubler la Red Bull, il va y avoir un problème. Parce que si tu doubles pas en Formule 1, difficilement, comment tu peux être champion du monde? On verra Barcelone. Moi, je reste quand même si Miami a commencé à apporter des réponses, moi, j'attends quand même de voir les premières vraies évolutions chez Mercedes, mais partout, en fait. Après, effectivement, je te rejoins complètement en fait, sur ton analyse, dans le sens où il y a cette crainte, cette peur de tout casser, en gros. Tu apportes quelque chose, ça marche moins bien. Voilà. Maintenant, je trouve que du côté de Ferrari, ils ont performé, ils ont fait les résultats. Oui, aujourd'hui, on n'a pas, en tout cas, la sensation que l'on a, c'est que c'est pas la meilleure voiture, mais je suis pas inquiet. J'attends vraiment Barcelone pour avoir un premier avis. Après, il y a un côté aussi circonstanciel. On a vu les 2 lignes droites du côté de Miami. Forcément, ça a mis aussi en exergue cette vitesse de pointe du côté de chez Red Bull. Regardez juste la réaction et déclaration de Charles Leclerc à l'arrivée de cette course, qui quand même a mis la pression sur Ferrari, notamment à propos du développement et sans doute l'artillerie lourde attendue pour Barcelone. Aujourd'hui, ils avaient l'avantage en matière de rythme, mais c'était amusant. On doit continuer à travailler. Les évolutions seront très importantes dans l'année. J'espère que l'on pourra progresser dès la prochaine course. Mais c'est serré cette saison et c'est ce qu'on aime voir. Les gars, il y a aussi une réalité qu'il faut dire. Oui, la course au développement a commencé, mais on n'est pas au pic de cette grande guerre à l'armement. Non, puis les grosses évolutions sont censées arriver avec le début de l'Europe. Donc il y a eu déjà un gros package qui est arrivé à Miami pour beaucoup. Et j'ai quand même l'impression qu'on verra beaucoup plus de choses dès Barcelone. Et de toute façon, Barcelone est souvent le baromètre de la saison. Hein, je le répète tout le temps, circuit de test égale circuit complet. Donc circuit complet, on aura quand même une notion un peu plus précise de ce que valent ces monoplaces. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de comparer les performances qu'avait Ferrari à Barcelone à l'hiver et de voir les performances de Ferrari au mois de mai, voir comment ça a évolué. Parce qu'à l'hiver, Red Bull n'était pas là du tout. Donc Red Bull a quand même beaucoup plus progressé sur sa monoplace, pas forcément en termes de pièces, hein, en termes de réglage, en termes de setup. Pour le coup, ils ont aussi beaucoup plus développé en termes de pièces par rapport à Ferrari depuis le début de la saison. Ils sont arrivés avec beaucoup plus de nouveautés. Oui, mais effectivement, quand tu as un dessinateur qui s'appelle Adrian Newey, peut-être qu'ils comprennent davantage leur voiture. En fait, la question que j'ai envie de poser, c'est si Ferrari était dans l'optique Brown 2009, est-ce que tu peux être champion du monde avec la voiture avec laquelle tu démarres la saison? Là, après 4 courses, on a la réponse. Quand il y avait 17 plus courses, que compliqué. Là, effectivement, à 22 ou 23 courses. Puis un plus gros gap aussi. Et avec la vitesse de progression de Red Bull, ça semble compliqué. Donc, effectivement, on va scruter avec attention les évolutions à Barcelone et surtout l'effet de ces évolutions. Charles Leclerc parle d'évolutions importantes. C'est aussi, il faut bien le rappeler, que les évolutions, ça ne pourra pas être à coût de millions d'euros et de millions d'euros tous les grands prix. Hein. C'est que tu as beau avoir la structure Ferrari et la structure Red Bull derrière, si tu rates une évolution, ça va être quand même compliqué de s'en relever. Donc effectivement, il va falloir amener un package fort, puissant, qui ramène concrètement des dixièmes, parce qu'on ne va pas avoir ni le temps ni l'argent de rater une évolution, de repenser quelque chose. Juste un mot rapide sur les pilotes. Le départ de Charles Leclerc m'a marqué. Tout à l'heure, on parlait de Russell et Hamilton, et ce devoir d'avoir une course d'équipe. Sur le départ, j'ai pas trouvé Charles Leclerc qui a eu cette course. Alors c'est facile, hein, en plateau ou derrière le canapé de le dire, plutôt qu'être dans la monoplace. Mais je trouve que Charles Leclerc, en fait, il cherche trop à défendre Carlos Sainz. Et en fait, c'est lui qui ouvre l'espace pour Max Verstappen pour rapidement prendre la 2e place. Et Charles Leclerc, dans cette optique, je pense que la priorité, à mon modeste niveau, mais j'ai l'impression que si tu
protège davantage Max Verstappen, derrière, tu pourras peut-être davantage t'échapper avec un Carlos Sainz qui peut éventuellement essayer de faire le bouchon. Là, oui, Verstappen réalise un meilleur départ. Enfin, surtout, Carlos Sainz est bloqué par Charles Leclerc et donc permet à Verstappen de le passer. Mais je trouve que c'est un dépassement qui a aussi été provoqué par Charles Leclerc. On parlait de conservatisme tout à l'heure chez Ferrari. On en a vu 3 exemples criants dans ce Grand Prix. Sainz sur le premier virage, qui manque quand même un petit peu de cœur pour défendre sur Max Verstappen. Mais il peut pas. C'est ce que je te... Il y a un peu plus que ce qu'il a fait quand même, parce que en fait, pas. il laisse énorme. En fait, il est sur la ligne sale aussi, donc il y a un petit peu cette crainte d'avoir le manque d'adhérence au moment où derrière il réaccélère. Si tu percutes Charles. Mais en fait, il y a ce côté-là parce que Sainz il reste sur 2 abandons. Donc tu as ce côté, aussi, ok, il faut que je finisse, machin. Bientôt m'a mis une pression. Et Leclerc l'avouait à lui-même. Leclerc a dit, j'ai pas osé y aller. Il l'a dit, j'ai pas osé y aller parce que je ne sais pas comment réagit la voiture dans cette trajectoire-là. Donc peut-être qu'il aurait dû aller tenter un freinage un peu avant, se décaler, ça, on en parlera, essayer quelque chose. Mais en attendant, on parle de conservatisme du coup dans les réglages qu'ils mettent sur la voiture. Conservatisme chez les pilotes, à un moment donné, c'est tout le contraire de ce que fait Red Bull. Red Bull, c'est tout ou rien. Mais il préfère le coup d'éclat à l'anonymat en fait, Red Bull. Donc du coup, Ferrari doit savoir qu'il se bat contre une équipe qui n'a entre guillemets jamais rien à perdre et qui tentera absolument tout. Et le conservatisme dans ces moments-là, il est bon si tu as une longueur d'avance phénoménale. Si tu es sur un pied d'égalité, ils vont te manger. On l'a dit, Russell, double-double, Ferrari, double pas, et on passe tout de suite au 3e enseignement qui est tout simplement Ocon, double tout, parce qu'il partait dernier, Esteban Ocon, et cette remontée fantastique, on rappelle son énorme crash lors des essais libres 3, les 51 G encaissés au moment de l'impact, lui qui a été du coup privé de qualification, qui devait partir dernier. Il a fait le même choix que George Russell, c'est-à-dire partir en gomme dure. Superbe stratégie, il passe les softs au moment où justement la safety car rentre sur la piste, et puis je voudrais plus largement qu'on parle un petit peu du début de saison d'Esteban Ocon. 4 courses sur 5 dans les points. Alors il y a ce 5-0 infligé à Fernando Alonso en course. On pourrait y mettre aussi quelques bémols parce qu'il y a eu parfois de la malchance et parfois des abandons pour l'Espagnol. Et puis j'attends votre avis aussi sur le nouveau ton un peu plus affirmé d'Esteban Ocon, et je fais écho là à une radio de fin de course, notamment entre son team et lui, où on a eu la sensation que l'homme avait peut-être un peu plus mûri et pris un peu plus en leadership au sein de chez Alpine. Un mot sur Ocon, je sais que c'est l'autre coup de cœur de ce week-end pour les pistonnés. Moi j'ai trouvé qu'Esteban Ocon, alors ça n'a jamais été non plus le plus excité des pilotes, mais on l'a souvent vu chez Force India être très rugueux dans la manière dont il pilotait pour s'imposer vis-à-vis de Sergio Pérez, mais jamais avec une sorte de sagesse. J'ai envie de dire, j'ai trouvé qu'il a fait un week-end sage. Il lui est arrivé des choses. L'Alpine a beaucoup de problèmes. Il lui est arrivé beaucoup de problèmes. Il a eu cet accident à 51G où il s'est exprimé sur la sécurité. On attend ça aussi de nos pilotes français, pas que des grands dinosaures de la F1. On a vu un départ calme, propre. C'est ce que nécessitait cette piste de Miami d'ailleurs. C'est un tempérament très calme sur le long du circuit, tellement cette piste demandait de la patience aux pilotes. Et je trouve que sa remontée, elle vient récompenser une attitude qui est de patience et de longueur de temps sur cette course. Et pour moi, c'est vraiment exceptionnel d'avoir Esteban Ocon qui va pousser vers le haut Alpine quand par moment, Fernando Alonso manque à l'appel. Tu t'attendais à ce que je le défonce, c'est ça? On va en parler forcément de Fernando Alonso. Il y aura une petite déclage, j'aurai une question. Et ton avis d'abord, Hamza, sur Ocon? Non, mais impressionné par son week-end, effectivement, c'est une victoire. Enfin, c'est une victoire. C'est un top 10 qu'il a réussi à construire. Ouais, on va se calmer peut-être. Mais c'est un top 10 qu'il a réussi à construire sur le long cours. Et effectivement, alors lui aussi, me semble-t-il, profite de la voiture de sécurité pour passer. Les softs. Ouais. Pari intéressant, je crois que c'est le premier pilote à passer les pneumatiques les plus tendres. Je crois. Il n'y en a eu que 2, il me semble, qui passent les softs, ou 3. Ouais, 2 ou 3, mais effectivement, à ce moment-là, je crois que c'est le premier, et effectivement, c'est le pari, moi, que je voulais voir chez ces pilotes. Russell ne l'avait pas fait, lui le tente. Malheureusement, je m'attendais justement avec ces softs, peut-être à le voir un peu plus facile face à la concurrence. Ça n'a pas été le cas, et je crois qu'il n'a pas réussi de dépassement, me semble-t-il,
sur la seconde partie de course. Mais en tout cas, cette place dans le top 10 est plus qu'intéressante. Elle est méritée. Elle récompense aussi un excellent début de saison, tu le disais. Alors le 5-0, effectivement, il est largement nuancé parce qu'effectivement, hier, il termine derrière Fernando Alonso, mais qui a une pénalité. Alonso a eu des pépins que Ocon n'a pas eu ou en a eu certainement moins. Il a fait des bêtises que Ocon n'a pas fait. Non, mais évidemment. Dis-le. Et Esteban Ocon, sur la radio, ton plus affirmé, je sais pas, je pense que c'est un pilote qui, à ce moment-là, craint, en fait, s'il cède à la demande de l'équipe, craint pour sa place en piste. Tout simplement, il se dit, ok, moi je veux bien ralentir, mais dans ces cas-là, je me retrouve exposé. Il n'a pas dit non pour ensuite rester dans sa course. C'était, je crois, sur les 2 ou 3 derniers tours. Il a dit non, mais il demandait aussi des nouvelles sur l'écart. Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose ? Donc, je sais pas si on doit parler de ton plus affirmé. Je pense qu'il a toujours été comme ça, mais que là, effectivement, c'est une radio en plus qui sort sur les réseaux, donc qui est accessible à tout le monde. Je pense que voilà, c'est un pilote qui d'abord essaie une logique, défend sa course, et puis ensuite essaye d'apporter. Surtout le week-end, je disais qu'il s'est plus affirmé. Complètement. Il y a la radio, mais c'est vrai que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y avait la déclaration. C'est pas Sainz qui a parlé des tech pro, hein. C'est Ocon qui a pris la prise de parole, alors que Sainz a quand même un rayonnement plus grand, étant donné qu'il est pilote Ferrari et que souvent on écoute le pilote Ferrari parce qu'il est pilote Ferrari. Juste une dernière chose, Esteban Ocon, pour souligner ce qu'il a fait quand même, il n'était pas parti en dernière ligne depuis 2016 chez Manor. Et ben, aller mettre des points depuis la dernière ligne, quand on a vu que mine de rien, vu comme elles se suivent ces voitures, doubler n'était pas si évident que ça. Je trouve quand même que c'est une vraie belle performance. Aucune comparaison, j'espère, entre la Manor et l'Alpine. J'espère pas qu'on en arrivera là. Hein. Moi, je ne l'ai pas faite, hein, c'est lui. Hein. Si, voilà. J'ai pas fait de comparaison, c'est juste que. C'est une blague. C'est parti très loin. C'était pas un nouveau lancement. Fernando Alonso, tu voulais en parler, Brice. Parlons-en. Regardez la déclaration à l'arrivée de cette course. Encore une fois, la chance semble nous échapper. Par exemple, Russell, Esteban, Albon, certains pilotes étaient 16e ou 17e avant la voiture de sécurité et se sont vus offrir un arrêt idéal. J'espère que la chance sera de notre côté la prochaine fois. Est-ce que là, franchement, il fait pas preuve quand même d'énormément de mauvaise foi parce que certes, il a pu nous régaler, notamment au moment du départ, encore une fois, masterclass, mais derrière, il a quand même enchaîné les bavures et les bévues. Est-ce que c'est de la chance qui lui a échappé ou la pédale de frein ? À un moment donné, il faut dire ce qui s'est passé, quoi. Enfin, je trouve que Fernando Alonso a piloté ce dimanche d'une manière. J'ai fait du Kimi. Moi, c'est un dimanche à la Kimi. Ouais. Tu fais une masterclass au départ et puis derrière. Comme quoi, passer la quarantaine, ça doit pas aider. Hein. Je sais pas. Je l'ai trouvé quand même. Pas mauvais, mais particulièrement brouillon. Et c'est pas le talent de Fernando Alonso auquel on est habitué, quoi. Enfin, je l'ai trouvé brouillon sur à peu près tout ce qu'il a fait. Le départ. Très bien, mais derrière... La lutte avec Hamilton, elle est sympa. Il y a quand même quelques manœuvres ou quelques ratés de corde où je me dis, c'est pas Alonso, quoi. Je sais pas, je les trouvais pas là. Enfin, il était peut-être trop occupé à faire ses casquettes bleu et rose Kimoa, là j'en sais rien, mais... Ou à discuter avec Aston Martin, paraît-il, je sais pas. Albert Fabregas. Non, mais le dépassement, l'accrochage avec Gasly, il a reconnu sa faute. Effectivement, c'est étonnant venant de lui. C'est rare qu'ils reconnaissent. Hein, si tu veux, Nürburgring 2007. Si tu veux, ouais, si t'es obligé de remonter à 2007, c'est que c'est pas si rare. Non, mais effectivement sur Fernando Alonso. Alors sur la déclaration. Il oublie quand même que Esteban Ocon et George Russell partent en dur, donc ils attendaient, je pense, les deux cette opportunité de voiture de sécurité pour profiter d'un arrêt au stand dit gratuit. Écoute, Fernando Alonso, fallait partir en dur dans ces cas-là pour avoir cet arrêt gratuit. Je trouve qu'il fait son week-end. Alors effectivement, c'est certainement pas le meilleur des week-ends. Il a eu pas mal de manque de réussite depuis le début de la saison. Moi, j'attends effectivement de voir. En fait. Avec tout ce manque de réussite, c'est complètement idiot ce que je vais dire, mais avec tout ce manque de réussite, je me dis que le moment où il aura de la réussite, ça va scorer gros. T'attends la victoire d'Alpine, toi. T'attends quelque chose. La Marseillaise ou l'hymne espagnol. Pourquoi pas les deux. Je vois ce que tu veux dire. Refermons la page d'Alpine et ouvrons la page Miami, les gars. Ouvrons la page Miami parce que je pense qu'il y a il y a du négatif à dire, mais il y a peut-être beaucoup plus de positif que tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Regardez plutôt avec le tableau parce que
On l'a beaucoup raillé ce Grand Prix de Miami, et pas que nous d'ailleurs. Nombreux étaient ceux qui se moquaient de ce Grand Prix-là. Et la question que je veux vous poser, c'est est-ce que désormais il n'est pas un peu plus respecté? Tracé très singulier. Les pilotes l'ont tous dit, il a un côté à part dans le calendrier du fait notamment du dessin de ce tracé. Des portions quand même spectaculaires. On a vu du spectacle en piste et des belles batailles hier. Alors est-ce que c'est dû uniquement au circuit et aussi également bien évidemment à l'environnement ou en tout cas ce nouveau modèle 2022 qui semble porter ses fruits en tout cas en termes de spectacle. Un circuit techniquement aussi également très intéressant. Et puis moi, il y a quelque chose que j'ai apprécié, c'est le défi physique. Alors, c'est facile, dans mon canapé, pour reprendre ton expression, d'apprécier que ce soit un défi physique pour les pilotes. Mais on a vu hier justement des pilotes faire des erreurs. Est-ce que Fernando Alonso n'a pas commis ses erreurs aussi parce qu'il était un peu cuit? On a vu un Ocon sortir de la voiture complètement cuit. Ouais, j'ai trouvé tous, hein, et c'était vraiment très intéressant. Même Max Verstappen, on a vu une photo qui était vraiment cuit. Et puis, la deuxième, une fois qu'on a parlé du positif, il y a une deuxième constatation qui vient tout de suite, c'est qu'on a la sensation aussi que ce circuit à l'américaine, il va falloir qu'il y ait une mise au standard F1 à peu près obligatoire. Alors, je vous ai parlé de cette chicane façon F1, je reprends les mots de Pierre Gasly, hein, c'est pas du mauvais esprit de ma part. Les pilotes n'en veulent plus, c'est pas limite le plus grave. Il y a ce circuit qui est très bosselé, les bosses notamment au virage 1, 3 et 5, dont les pilotes se sont beaucoup plaints, et ce goudron de supermarché, tel que l'a appelé Lewis Hamilton, une seule trajectoire possible. Si vous sortiez de la trajectoire, ça glissait fort, et on l'a vu, certains l'ont payé très très cher. C'est quoi votre bilan de Miami? Juste sur le négatif, le circuit bosselé, si les pilotes s'en plaignent, c'est qu'aujourd'hui, tous les pilotes sont resurfacés, qu'on a des tapis de course. Moi, un circuit bosselé, c'est un circuit qui a du caractère, c'est un circuit qui visuellement me donne justement une impression visuelle de difficulté pour les pilotes. Pour une fois, j'ai pas l'impression de me dire n'importe quel clampin que tu mettrais sur une Formule 1, il serait capable de tenir la voiture en piste, ce qui n'est évidemment pas le cas, je tiens à le préciser, mais il y a plus cette sensation de facilité. Je me dis, quand même, ça c'est la première chose. C'était les mêmes reproches qu'on faisait à Austin, c'est très américain, tu vois, ce côté bosselé, etc., qui n'existe peut-être moins, comme tu l'as dit. Oui, après Austin, je crois que c'est des problèmes. Surtout, les voitures américaines n'ont pas autant de finesse dans la manière dont les fonds plats sont faits. Donc effectivement, que ce soit bosselé ou quoi, c'est moins dérangeant. Pour une F1, c'est catastrophique au niveau de l'aéro. Et en plus de ça, là, avec l'effet de sol, ça peut être très compliqué. On a vu le rebond, d'ailleurs, grandir avec le week-end à mesure que le goudron se dégradait. On a vu que justement, plus les bosses se créaient, il faut quand même rappeler qu'on est dans des marais, donc quand tu poses un goudron à ce moment-là avec des voitures qui t'arrachent le goudron, effectivement, en fait, le sol bouge, hein, c'est logique. Donc on a vu quand même quelque chose d'atypique là, ce week-end. Je trouve que dans la tentative de faire quelque chose de différent, alors qu'on part sur une base... Arrête. C'est réussi. On part sur une base... Quelque chose de différent. Oui, non mais d'accord, mais c'est différent, mais c'est pas différent des Grands Prix européens qu'on voit habituellement. C'est différent aussi. Si. Mais c'est différent de ce qu'on voit dans les nouveaux circuits aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu Sochi. Arrête, on n'a pas vu Sochi. Super, non, mais on a une marina, on n'a pas Sochi, donc c'est génial. C'est vrai que la mer est réelle là-bas, mais à Sochi. Mais ce qu'on a vu là, quand même, il y a un tracé qui est foutrement intéressant. On a un mélange de Valencia, de Jeddah, de Suzuka, de Singapour. C'est super intéressant. En fait, le tracé à piloter, il a l'air physique. génial. En fait, moi, je partais vraiment avec un a priori extrêmement négatif sur Miami. Puis le week-end arrive, le vendredi, et puis je prends une gifle parce que le circuit, franchement, il a l'air génial à piloter. Non, mais je dis pas qu'il y a que du négatif, mais arrêtez de me vendre Miami comme un classique. Le Grand Prix, il a été soporifique, et tu peux me dire, il y a eu des luttes pour la 14e place. Si toi ça t'amuse, moi ça m'a pas amusé, donc je me suis ennuyé pendant 40 tours jusqu'au crash Gasly-Norris. Il y avait rien. Pour moi, c'était le néant, puisque tu avais des 3-4 secondes d'écart quasiment, enfin au mieux, des 3-4 secondes d'écart entre tous les pilotes du top 10, donc tu te retrouves effectivement avec des luttes pour la 14e place entre Kartikeyan et Hülkenberg. Si toi ça te fait plaisir, moi personnellement non. Après tu te retrouves avec un circuit, moi l'histoire de la Marina, alors si vous trouvez ça drôle, si tu veux faire du Monaco, c'est compliqué d'égaler Monaco, parce que Monaco déjà c'est atypique. Si tu veux faire du Monaco en cheap, je pense que Miami a la possibilité, a l'argent, il y a le cadre pour faire beaucoup mieux que vouloir égaler Monaco et un Monaco cheap. T'as un stade. Pourquoi tu serais pas, alors je sais même pas si c'est possible, pourquoi tu serais pas le premier circuit à passer à l'intérieur d'un stade? J'en sais rien. Non, c'est déjà au Mexique, ça. Ça existe déjà au Mexique. Ah, mais c'est pas un vrai stade. Celui du Mexique, là je te parle d'un stade, d'une enceinte de football américain, de ce que tu veux.
Je sais pas, je pense qu'il y avait pas mal de possibilités différentes à faire et qu'on est allé sur le côté bling-bling, on est allé sur le côté il y a des stars. Alors là, c'était le premier, ok, c'est un événement. Mais si moi, pendant 10 ans, j'ai à chaque fois les stars, j'ai à chaque fois les sirènes, j'ai à chaque fois les piscines plutôt que le spectacle en piste, moi, à un moment, ça va commencer à Est-ce poser que cette problème. histoire de Bien bitume et de évidemment. trajectoire unique, quelque Évidemment, part, c'est un problème. est-ce que c'est pas le problème central et le problème principal si. Est-ce que tu n'aurais pas eu des batailles un petit peu plus Non, mais acharnées si C'est ce dingue d'avoir problème-là se règle tu c'est vois dingue d'avoir si peu d'adhérence hors trajectoire. Hmm. Donc effectivement que là il y a un problème à régler. Mais moi de savoir qu'il y a des basketteurs, des footballeurs, des Ça, on en parle Ouais, même on pas. s'en fout. Tu sais quoi, je t'avoue qu'on des en parle Paris même pas. Hilton et c'est- Non, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce que je dis, c'est qu'après avoir pensé Miami comme étant un Sochi, parce qu'effectivement, on a vu que c'est sur le parking de la Hard Rock Stadium, autant te dire que. Enfin, même comme quand on a parlé de Las Vegas, on s'est dit ça va être un parking aussi, ça va être infernal, on va avoir des murs de partout avec des grillages de partout. Enfin, on n'a pas l'herbe qu'on aime, tu vois. Ou attention, pas cette phrase bizarre, mais on n'a pas ce côté gravier, on n'a Ok, pas ce trio. côté, on n'a pas ce côté gravier qui nous plaît. Je suis bien d'accord avec toi. Néanmoins, entre l'idée qu'on s'en est fait c'est vrai. et ce qu'on a vu, merde, c'était cool. Alors. La C'était course pas n'était catastrophique, c'était mais médiocre. Bah, il y a une progression. Moi en tout cas c'est Non, comme ça que je le perçois. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé dans ton analyse, qu'on était dans l'excès un petit peu, parce que quand je vois la course, évidemment, c'est pas Hockenheim 2019. Oui, scoop, première. Mais en fait, Mais moi, je trouve que comment il tu s'est analyses pas- une course? Quand je réalise une course, Tu analyses. quand je analyse une course, bah, au niveau, En fait pour moi ce au qui se passe niveau après la voiture d'attrait- de sécurité ça ne compte pas. Tu dois pas en parler. Ah bah non. Pour moi c'est entre le Ah bah non, je suis tour désolé. 0 et la voiture de sécurité. C'est comme sur un match de foot, tu vas analyser tactiquement ce qui se passe lorsqu'il y a 0-0. À partir du moment où il y a le premier but, bah, ça change toutes les cartes. Bah, là, c'est pareil. La voiture de sécurité, elle relance complètement la course. Mais ce qui se passe entre le tour 0 et le tour 35 ou 40, peu importe, bah, c'est là que tu vois, Donc, à la régulière, entre guillemets, ce que la course peut donner. Alors peut-être que parce que j'ai été agréablement surpris le vendredi, j'en attendais beaucoup le dimanche. Peut-être qu'à ce niveau-là, j'ai été déçu. Mais ne venez pas me dire que qu'on a vu un bon Grand Prix. mais on te dit Une pas bonne qu'on a course. vu un bon Grand Prix. Simplement, en fait, moi, je ne veux pas entendre là que c'était une course catastrophique, digne des plus grands shitstorms de Barcelone. Enfin, on a quand même. Après, c'est peut-être 2022 aussi qui fait que les courses sont un peu meilleures toutes parce que les bagnoles peuvent se suivre. Parce que mine de rien, ce qui se passe. Je sais que t'aimes pas qu'on en parle, mais entre la 12, 13, 14e place, machin, c'est super intéressant parce que mine de rien, tout le monde se suit, tout le monde se redépasse et qu'il n'y a personne qui se lâche. vrai, Les batailles qu'on a vues, et qui est quand même un formidable progrès par rapport à l'année dernière, tu te fais doubler, tu peux repasser. Effectivement, c'est peut-être propre à 2022 et pas à Miami, je suis bien d'accord. Néanmoins, on n'a pas le droit d'analyser la course uniquement sur le prisme des 5 premiers. Il n'y a pas que les 5 premiers. La saison dernière, je me suis régalé, ou en 2019, en 2020, je me suis aussi régalé parce qu'il y avait des luttes pour les 6, 7, 8e places. Mais là, quand tu es obligé de descendre jusqu'à la 14e place pour voir des pilotes se battre, bah, il y a bah, moi, moins ça me pose d'intérêt problème. sportif par rapport au championnat, je suis d'accord. après on a Mais- eu de beaux duels. Hein. Bah, C'est oui, pas la mais question. du coup, moi je me disais, effectivement, tiens, on se fait quand même anormalement chier par rapport à ce qui était prévu. Mais pour autant, c'était ma vision à moi de mec qui voulait voir que ça se passe devant. Mais je me disais, regarde derrière. Et en fait, derrière, la Real était cata, et certainement que t'en parleras à un moment donné. Mais, Ouais, j'en ai suffisamment parlé, mais derrière, enfin, les Aston Martin, les As, franchement, c'était agréable. Et quelque part, est-ce que c'est pas cool D'accord. de voir des batailles de Sébastien Vettel, va dire au voir public. Sébastien Vettel faire un dépassement exceptionnel Va dire- cette année? Est-ce que tu pensais le voir? D'accord. Ah, eh ben, ouais. t'as de faibles exigences. Mais va dire au public de Ah, Miami, non, du mais coup, attends. pendant 10 ans, tu vas acheter ton billet $13 000 pour voir des luttes à la 13e place. Tu vas voir si dans 3 ans, le public sera toujours là à mettre $13 000 pour voir une bataille entre... ils sont pas là pour le reste. Hein. C'est vrai. Peut-être Ouais, non, tu marques un point. peut-être que ce qui vous mettra d'accord, ce sera le spectacle qui sera celui que nous proposera Barcelone dans 15 jours et peut-être qu'on pourra comparer. et Très tirer rapidement, tu en as brièvement parlé, et pour moi c'est limite le plus important, la sécurité. Oui. Moi qu'on n'entende pas les demandes d'Esteban Ocon, Ouais, de Carlos c'est grave. Sainz et des pilotes sur les Tech Pro, sur l'ajout d'un Tech Pro, moi je trouve ça problématique. On avait c'est- 10 à rajouter entre le samedi et le dimanche, c'était pas compliqué, ils l'ont pas fait. Cash is king.
comme l'avait dit un célèbre pilote de Formule 1 dont on parle souvent. On fait un petit point, les gars, sur le classement, constructeur et pilote aussi également, avec, vous l'avez vu, cet écart qui se resserre en tout cas entre Charles Leclerc et Max Verstappen, désormais 19 points d'écart entre les deux garçons. Pérez solide 3e, c'est à signaler bien évidemment. Et puis du côté des constructeurs, ça se resserre aussi également avec 6 points seulement, qui séparent désormais Ferrari de Red Bull. Le trou est fait forcément avec Mercedes. Mercedes un petit peu seul au monde d'ailleurs dans ce classement, et Alpine qui manque une occasion de se rapprocher et de passer surtout Alfa Romeo avec la double pénalité infligée à Fernando Alonso. C'est bien dommage. Mais en tout cas, bravo à eux, parce qu'ils étaient quand même dans le top 10. Juste avant de se quitter, il y avait une émission, je vous invite à aller la revoir, qui parlait notamment du Grand Prix de Miami, à laquelle a participé Brice, ici présent. Ça se passait chez Winamax. L'émission s'appelle Pole Position. Le présentateur était Joseph Ruiz. Le pit stop était là. Et c'est pas pour se vanter, mais Brice et le pit stop ont senti un petit peu le scénario de cette course. La preuve en images. Quel est le pilote que tu vois remporter ce Grand Prix de Miami ? Que je vois ou que j'aimerais. C'est pas en fait contre toute attente, je vais dire Max Verstappen. Intéressant. Quand tu veux parier, c'est plus intéressant d'entendre ça. En fait, le truc, c'est que Charles Leclerc, en fait, je vois Sainz se faire bouffer par Verstappen tout de suite. Et au vu de ce qui s'est passé à Jeddah, au vu de la pointe, il y a quand même 342 km/h de pointe, Max Verstappen. Il y a une vraie grosse différence par rapport à Charles Leclerc. Je sais pas, je le vois faire mieux que Leclerc. Enfin, je sais pas si je le vois faire mieux ou si je me dis qu'il y a plus de chances que Verstappen fasse un coup d'éclat que Leclerc maintienne cette position-là. J'ai vraiment l'impression que Verstappen a le potentiel pour aller chercher cette première place, et que Charles, au vu de l'usure des gommes qu'on a vu à Imola, au vu de ce que le circuit demande en gomme, au vu de la chaleur qu'il fait sur ce circuit, peut-être qu'on va revoir les mêmes problématiques, à savoir une Ferrari qui s'effondre à un moment donné en fin de relais. Et si je devais parier, ce serait plus sur Verstappen, parce que c'est plus intéressant que Leclerc sur une position à conserver, et qui pour moi va pas être conservée. Je suis d'accord, techniquement, la chaleur et ce qu'on a vu hier en qualif aident plutôt le côté Ferrari de la course, on va dire. Mais en fait, j'ai le sentiment qu'hier, Verstappen a raté son tour tout seul, et que s'il ne l'avait pas raté, il aurait pris la pole, et que là, du coup, ça nous fausse un peu la perception qu'on peut avoir de ce qui va se passer dans ce Grand Prix. Comme tu dis, j'ai le sentiment que potentiellement une des deux Ferrari peut sauter dès le départ derrière Max, et que quelque part, même si les deux restent devant... Tout va dépendre de ça, moi je pense quand même. Tout va dépendre du départ, oui, parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a une seule trajectoire apparemment à Miami, et donc forcément Sainz n'est pas du bon côté du départ, comme nous le signale Valentin. C'est ça. Donc le départ va être hyper important, hyper intéressant. Ça peut se faire comme ça, mais moi j'imagine surtout en fait, et c'est exactement ce qu'a dit Brice, la vitesse de pointe de la Red Bull avec ce DRS pour moi est trop importante par rapport à la Ferrari. Pour moi, la Red Bull peut doubler la Ferrari peut même quasiment pas s'en défendre, mais par contre la Ferrari ne peut pas doubler la Red Bull, même avec DRS. C'est en tout cas le sentiment que j'ai. On n'a pas vu cette situation. On l'a vu à Imola. Alors je suis d'accord, la ligne droite était un peu courte, il y avait la zone humide, il ne fallait pas plonger, etc. Mais Leclerc passe au moins 5-10 tours avec le DRS derrière Pérez et ne peut plonger à aucun moment. Quand, même on l'a vu à Jeddah, sur les 5 derniers tours où Verstappen est en tête, Leclerc a le DRS derrière lui et ne peut absolument rien faire pour le doubler. C'est ce qui me fait dire aussi, c'est ce qui me fait aller également sur la victoire de Max Verstappen. Voilà. C'est tout pour ces garçons qui, j'espère, vous ont fait gagner de l'argent. Hamza nous demandait des nouvelles de Kimberly, de la fameuse... Juste un mot sur ce qu'il vient de dire. Ouais. Moi, écoute, à partir du moment où tu peux prévoir avant la course ce qui va se passer, ça pue. Il a peut-être marqué un point. Sachant que c'est un troisième au premier. Non, on relance pas, on est déjà à la bourre. Voilà les amis, en tout cas pour ce débrief du Grand Prix de Miami. Le programme du MAG, ça sortira mercredi pour le MAG. Regardez, cette question, que doit faire Pierre Gasly? On évoquera la partie bien sûr AlphaTauri, la peur un petit peu de l'oubli, Red Bull, éternelle carotte pour l'interrogation. Et notre invité sera avec nous, Guillaume Nedelec, bien sûr de Ouest France, qui va nous parler de voitures historiques, de voitures qui ont marqué l'histoire. Ça va être passionnant. Il sera bien évidemment avec nous pour le débat. Bref, on a hâte d'y être. Alors rendez-vous mercredi sur la chaîne des Pistonnés pour suivre la deuxième partie. Brice, merci beaucoup. Hamza, merci beaucoup. À mercredi les amis.